Oui, donc en fait, je vais vous présenter là rapidement les résultats d'une petite étude qu'on a conduit un peu en prenant la température à chaud, donc sur l'impact de la crise Covid-19 sur les élevages et la filière laitière biologique. Donc c'est une étude qui a été conduite dans le cadre du projet CASDA Résilait et en partenariat avec Interview Occitanie et qui va se poursuivre un peu. Donc il y a d'autres institutions qui sont dans les rouages enfin voilà, qui ont proposé l'enquête dont je vais vous présenter les résultats aux éleveurs, donc c'est pas mal dans les réseaux de la FNAB aussi. Juste pour poser un petit peu le contexte, le projet CASDA Résilait, donc c'est un projet dédié à la question de la résilience des fermes laitières converties à l'agriculture biologique en France et en Europe. Et donc du coup, avant de vous présenter un peu ce qu'on a fait dans le cadre de ce travail, je voulais reposer la définition de la résilience telle qu'on l'a entendue dans le cadre du projet. Et donc c'est l'aptitude d'un système à faire face à des changements et à des aléas qui sont de nature et d'intensité variable. Et donc ce système, c'est la ferme laitière, mais aussi ça peut aller plus loin, donc à l'échelle de la filière. Donc c'est la capacité à faire face à des aléas. Et donc cette année, en termes d'aléas, on a été particulièrement servi. Puisque donc du 17 mars au 11 mai, la France a été confinée, et ce qui a engendré donc tout un tas de chamboulements qu'on connaît actuellement et que vous avez connus aussi, et qui ont particulièrement donc modifié les emplois du temps des Français et chamboulé également les modes de consommation. Donc fermeture de la restauration hors domicile, dans les cantines pour les travailleurs, puis aussi fermeture des marchés de plein vent. Confinement des gens à la maison, donc plus de cuisine dans les ménages. Et donc du coup, on s'est posé la question de savoir comment finalement la filière laitière bio, du producteur au consommateur, avait pu faire face à cette perturbation imprévue. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc on a tout d'abord conduit une étude à l'échelle de la ferme. Donc là, l'objectif, c'était d'évaluer un peu à chaud, comme je disais tout à l'heure, l'impact à moyen court terme sur les fermes. Donc pour ceci, en fait, on a conduit des enquêtes en ligne. Donc il y en a qui ont été conduites dans le cadre de Résilait, et on a aussi eu la chance de récupérer d'autres enquêtes, donc notamment conduites par Interview Occitanie. Et on a croisé les résultats avec une revue de la presse professionnelle, donc des articles qui sont sortis depuis le confinement sur le sujet. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc succinctement, le profil des exploitations qui ont répondu aux enquêtes, c'était des exploitations de taille moyenne à petite, parce que donc on avait 86% des répondants qui avaient une SAU entre 50 et 150 hectares. Pour ce qui est de la taille du cheptel, 40% c'était entre 40 et 80 vaches laitières. On était sur des systèmes assez herbagés. Il y avait 62% de l'échantillon qui avait moins de 5% de maïs dans leur SAU. Et c'était aussi donc ceux qui ont répondu, beaucoup des livreurs, hein, c'est ce qu'on voit sur les barres là, tout à droite de la diapositive, une majorité de livreurs et quelques transformateurs. Et c'était des éleveurs convertis à la bio avec un régime de croisière, convertis à la bio depuis un certain temps, parce que plus de la moitié de l'échantillon était converti à la bio depuis plus de 10 ans. Donc on peut passer à la diapo suivante. Donc là, dans les 3 diapos qui suivent, je vais vous présenter en fait les résultats de cette enquête en ligne. Donc l'impact de la Covid-19 sur les fermes. Alors le premier graphique à gauche, on a demandé dans une question fermée juste un aperçu, une vision générale. Donc de quelle manière la pandémie a-t-elle impacté votre ferme? Ça, c'était la question posée. Et donc on a 86 fermes qui ont répondu. Et comme on peut le voir, donc il y a eu une majorité de réponses pas du tout. 44% des fermes, donc, des éleveurs qui ont répondu s'estimaient pas du tout impactés. Et 43, donc à peu près 50% de l'échantillon, ont répondu un peu. Donc si on regroupe ces deux, on voit qu'on a un impact modéré ou nul. Et on a quand même 5 éleveurs qui ont répondu qu'ils ont été beaucoup impactés. Et ça, je reviendrai dessus après. Cet impact fort est parfois négatif, mais aussi parfois positif. Et si on met en regard donc, ces réponses des éleveurs avec les évolutions des données classiques de France Agrimaire, ça permet d'apporter des éléments d'explication. Donc si on regarde le graphique en bas à droite sur l'évolution du prix du lait, on a l'évolution du prix du lait depuis 2015, là, donc pour les 5 dernières années. Donc on voit la variabilité intra-annuelle, ce dont parlait Benoît Baron tout à l'heure. Et on voit que les prix du lait pour l'année 2020 restent élevés. Ils suivent les mêmes tendances que les autres années, et donc ils sont toujours au moins égaux au prix de 2019, qui étaient les prix les plus élevés pour les 5 dernières années.
Donc là, sur le graphique, on ne voit pas d'impact de la pandémie sur le prix du lait, ou en tout cas, s'il y a une baisse du prix, elle est légère. Parce que du coup, je vous ai mis en gros point rose les 3 mois où il y a eu du confinement. Et si on regarde l'évolution de la collecte cette fois-ci, donc c'est le graphique qui a au-dessus. Donc là, c'est la collecte mensuelle, mais qui est ramenée au nombre de producteurs. Mais on voit que l'année 2020, qui a quand même un impact, en fait, parce que l'année 2020 a démarré un peu sur les chapeaux de roue, où on voit que la collecte mensuelle par ferme est plus élevée que pour les 5 dernières années. En mars, on a dépassé le milliard de litres, donc pour la première fois sur l'année glissante. Mais on voit qu'au mois de mai, on rejoint un niveau égal à celui de 2019. En fait, l'écart avec les autres années est moins important. Et ça s'explique par deux facteurs. Donc, il y a les conditions climatiques qui ont fait que la production a été modérée de fait, mais aussi il y a eu un appel de la part des laiteries à modérer les volumes, notamment en lien avec la crise. Donc ça a été fait dans la plupart des laiteries, et notamment pour les producteurs de biolait, pour qui c'est la seconde année en fait qu'il y a eu un appel à modérer les volumes au moment du pic de production printanier. On peut passer à la diapo suivante. Donc ensuite, pour essayer d'aller un peu plus loin que juste cet impact général, on a essayé de poser d'autres questions pour avoir un degré de précision un peu plus important. Donc la plupart des éleveurs de notre échantillon ont effectivement reçu une incitation à diminuer les volumes directement en lien et au moment avec la crise. Et quand on a posé la question sur l'impact chiffré au niveau du chiffre d'affaires, donc on a obtenu les résultats sur le graphique juste au-dessous avec les barres. Donc, sur les 86 éleveurs qui ont répondu, il y en a 54 qui ont dit qu'ils n'avaient pas eu d'impact sur leur chiffre d'affaires. Il y en a 12 qui ont dit qu'ils ne savaient pas encore, que c'était trop tôt pour eux pour répondre à la question. Et donc, les autres ont été impactés, ont eu le chiffre d'affaires qui a été impacté. Donc, ça représente 23% des éleveurs qui ont répondu. Mais parmi ces 23%, il y en a quand même 60% qui ont connu des pertes de chiffre d'affaires faibles. Donc inférieur à 10%, donc c'est les 12 là, du carré vert pâle. Et donc les autres ont connu des pertes moyennes, voire fortes, notamment pour une exploitation qui a perdu plus de 50% de son chiffre d'affaires. Et pour 2 exploitations, et ça c'était intéressant à noter, le chiffre d'affaires a augmenté, et en fait ça c'est des éleveurs qui transforment et qui ont boosté leur vente en fait au moment du confinement. Donc du coup, de manière plus générale, on retrouve un peu ce qu'on avait tout à l'heure, un impact nul à faible pour les livreurs, qui ont plutôt bien absorbé l'incitation à diminuer les volumes livrés, mais en lien avec les conditions climatiques de l'année. Et l'impact était donc plus fort pour les transformateurs et les éleveurs qui vendaient leur production en circuit court. On peut passer à la diapo suivante. Donc cette diapo, ça poursuit l'impact en fait, du Covid sur la ferme, parce que ça fait plusieurs années qu'on fait un suivi en fait, de la façon dont les éleveurs hiérarchisent les risques qu'ils perçoivent pour leurs exploitations, en fait, dans le cadre du projet Résiler. On fait cette étude-là. Et en fait, on s'est posé la question de savoir est-ce que cette crise sanitaire inattendue a modifié la perception des éleveurs sur la question des risques sanitaires. Parce qu'en fait, dans le questionnaire, on demandait aux éleveurs de risques qui avaient été préidentifiés. Et parmi ces 20 risques, il y avait 2 risques sanitaires, donc les épidémies de maladies animales et les risques sanitaires autres que les épidémies de maladies animales. Et en fait, donc, ce qui ressort de cette matrice des risques, où on a en abscisse en fait, l'impact qu'a le risque pour les exploitations, et en ordonnée la probabilité qu'elle se passe sur les exploitations. Donc ça, c'est les éleveurs qui ont noté en fait, en donnant des points de 1 à 5. On voit que les préoccupations des éleveurs restent les mêmes que celles qu'il y avait avant la crise. Et donc, du coup, ils restent le plus préoccupés par les risques climatiques et les diminutions de subventions. Donc, il n'y a pas eu de réorganisation sur cette perception des risques au niveau des risques sanitaires. Du coup, on peut passer à la diapositive suivante. Donc, pour cette étude conduite à l'échelle de la ferme, alors pareil, hein, c'est du coup la température prise au cours du confinement et les mois qui ont suivi. Donc, il va falloir maintenant prendre un peu de recul et voir comment ça évolue dans le temps. Mais en tout cas, avec ces premiers résultats-là,
On met en évidence une forme de résilience des fermes laitières biologiques, et notamment qui ont su en fait absorber les conséquences à court terme, en tout cas, de la pandémie, qui ont montré un certain degré d'autonomie. Alors ça, j'ai pas pris le temps de le détailler, mais en fait, dans le questionnaire, il y avait des questions ouvertes où les éleveurs pouvaient écrire. Et donc, il y en a quelques-uns qui ont fait remonter des difficultés pour se faire livrer en intrants au moment de la fermeture des frontières. Mais ça restait minoritaire. Et pour ce qui est de la majorité de l'échantillon, bon, bah, la production n'a pas trop été impactée. Et en fait, on a pu continuer à produire sur les fermes. Et les fermes ont montré aussi une certaine connectivité, notamment particulièrement les transformateurs, pour réorganiser assez vite des filières de commercialisation dans le cas où la restauration hors domicile prenait plus les produits ou quand les marchés de plein vent ont fermé, pour mettre en place rapidement des drives fermiers ou des systèmes de livraison en s'organisant entre producteurs pour pouvoir écouler la marchandise. Et donc, dans les questions ouvertes, il y avait aussi, on a demandé aux éleveurs leur questionnement par rapport à cette crise et leur vision du futur. Et donc, juste, je vous ai extrait un exemple, mais on en aurait plein d'autres, on pourrait en discuter. Les éleveurs ont pas mal réagi à cette question-là. Et donc, cet éleveur bio-là qui nous dit l'ensemble de la filière doit se saisir de cette pandémie pour mieux communiquer sur l'autonomie des fermes laitières biologiques, la relocalisation de la consommation et l'importance du prix rémunérateur pour la production biologique. Donc ça, c'est un peu les grandes lignes qu'on a pu tirer à court terme de cette étude à l'échelle de la ferme. Et maintenant, je vais vous présenter l'étude qu'on a fait donc, à plus large échelle, à l'échelle de la filière. Donc là, pareil, l'objectif, c'était d'évaluer l'impact de la pandémie et la gestion de la crise au sein de la filière lait bio, donc de la collecte à la distribution dans les grandes surfaces. Et ça, on l'a fait en épluchant un peu les données de production, de consommation. On a aussi fait une revue de la presse professionnelle et on a conduit quelques entretiens téléphoniques avec des acteurs de la filière. Donc là, notamment pour ce volet-là, on a beaucoup travaillé avec Benoît Baron. Donc si on regarde l'impact de la crise sur la filière, on peut voir les perturbations. Donc les deux graphiques qui vous sont présentés ici, le graphique du haut, c'est plutôt l'amont de la filière avec les évolutions des quantités de produits laitiers fabriqués dans les laiteries. Et le graphique du bas, c'est la consommation des produits bio achetés par les ménages français au cours du temps. Et donc justement, si on regarde ce graphique du bas, on voit que la période du confinement qu'on a bornée par les traits en rouge, on voit un pic de consommation de produits laitiers bio dans la période 4, donc qui correspond au mois de mars-avril, où on a une sur-demande pour le lait, le fromage, la crème et le beurre notamment. Donc du coup, la filière a dû faire face à cette demande soudaine, donc là qu'on a pour les produits bio, mais qu'on a aussi pour les produits conventionnels, au moment où les ménages étaient confinés et donc ont dû plus cuisiner, et on fait aussi un peu des stocks de produits bruts et de produits de base. Et du coup, ce pic, on le retrouve au niveau production avec les chiffres qu'on a actuellement, particulièrement sur la crème. Donc la grande barre grise pour le mois d'avril 2020. Donc voilà, qui illustre ça en fait, que le fait qu'on se soit mis à cuisiner et plus à faire un peu des stocks, et donc du coup ça a impacté particulièrement ces produits-là. Donc du coup la filière a dû faire face à cette demande et se réorganiser assez profondément pour pouvoir assurer la production et la distribution. Donc on peut passer à la diapositive suivante. Donc du coup il y a eu plein de choses qui ont été mises en place. Il y a eu donc une forte communication, de la communication à la fois avec les consommateurs, avec des communiqués expliquant qu'il allait y avoir une gestion et qu'il n'y aurait pas de pénurie, pour assurer et éviter les effets de stockage. Et aussi communication avec les producteurs pour tenir au courant, avec une veille chiffrée et pour tenir au courant de l'évolution. Et ça, on l'a retrouvé dans l'enquête qu'on a conduite, puisque les éleveurs qui ont été interrogés ont dit qu'ils avaient il y avait eu beaucoup d'échanges en fait avec les collecteurs, qui les ont tenus au courant. Donc il y a eu de la communication, et on peut passer à la diapositive suivante. Pour faire face, donc il y a eu aussi bien sûr des modifications sur les chaînes de production, avec particulièrement des resserrements des gammes, donc moins de diversité sur les gammes pour aller plus à l'efficace et là où il y avait des besoins au sein des ménages. Des modifications dans le conditionnement, on a conditionné dans des volumes plus gros, format plus familial.
Il y a eu quelques ajustements de volume entre parfois des laiteries proches, s'il y avait des excédents de stock d'un côté pour essayer de gérer les volumes de lait et pas en jeter. Et bien sûr, il y a eu des gestions des adaptations dans le management et dans la gestion du personnel, notamment au temps du confinement. Donc, de manière générale, ces modifications, elles ont permis de faire face et d'assurer la production pour être accord avec la demande qui a changé presque d'un coup, enfin en tout cas qui a augmenté fortement d'un coup. Et du coup, cette crise à l'échelle de la filière a apporté des innovations surtout en fait sur les chaînes de distribution, parce que le e-commerce était déjà en plein essor, mais ça a accéléré la tendance à commander en ligne et à aller chercher au drive. Et notamment, il y a des articles, particulièrement pour Biocoop, en fait, qui avait déjà mis en place un click and collect et qui a accéléré son développement pendant le confinement. Et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, on retrouve la même chose, cette réorganisation des modes de commercialisation à l'échelle de la ferme, avec donc le développement de tournées à domicile et de drive fermiers pour assurer pendant le confinement. Du coup, on peut passer à la diapositive suivante. Donc là aussi, si on élargit et qu'on passe de la ferme à la filière, malgré cet aléa quand même imprévu et aux effets forts, la filière a pu a su faire face en fait grâce à de la communication et à une certaine flexibilité pour s'adapter et être en accord avec la demande qui a changé. On peut passer à la diapositive suivante. Et donc du coup, on se pose des questions sur les impacts à plus long terme, et c'est pour ça que cette étude est vraiment un aperçu à chaud, et il va falloir qu'on reprenne la température en fait dans quelques mois pour voir comment ça aura évolué. Parce qu'on peut se poser notamment des questions sur l'évolution de la demande à plus long terme. Est-ce qu'elle va rester aussi importante, ou est-ce que on va retomber soit sur un essor, mais qui est à la même vitesse que ce qu'on avait précédemment pour la bio. Et il y a aussi donc la question du pouvoir d'achat des ménages, puisque le FMI, dans les derniers rapports, prévoit une récession. Est-ce que les postes de dépenses vont rester les mêmes? Est-ce que les ménages seront toujours enclins à acheter du bio? Et donc voilà, ça c'est des questions qu'on peut se poser pour le moyen long terme. Et juste pour terminer, donc du coup, et un peu qui fait lien à ces questions-là, les acteurs de la filière sont assez confiants, et donc du coup je vous ai mis juste un extrait d'une interview du président de l'agence bio, pour qui en fait le confinement, il dit que pendant le confinement justement on a beaucoup cuisiné, les enfants ont appris à cuisiner avec leurs parents. Et il dit: je suis convaincu qu'il va en rester quelque chose. À partir du moment où on se met à cuisiner, on se pose forcément la question de ce que l'on met dans son assiette. Et donc du coup, et ça c'est donc dans cette interview, il y avait aussi d'autres. Il y avait le président de l'agence bio de la FNAB, et d'autres acteurs de la filière qui étaient assez confiants de dire quand même, on est sur cette tendance à l'augmentation de la consommation des produits bio, et ça va plutôt continuer dans ce sens-là. Donc du coup, il faut voir maintenant si ça se confirme dans les mois et les années qui viennent. Voilà, je vous remercie pour votre attention, et du coup, je peux prendre les questions. Merci beaucoup, Augustine. Merci pour cette analyse dans un temps en plus record qui est vraiment d'actualité. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. On va déborder de 10 minutes. Hein. Je vous propose qu'on prenne éventuellement 2 questions avant de conclure ce webinaire qui passe finalement très vite. Alors, bon, je vais prendre la question là qui vient d'arriver. Quelle que soit l'échelle des fermes ou des filières, a-t-on des éléments de comparaison des tendances observées avec le secteur conventionnel? Par rapport à ce que tu as présenté, Augustine, c'est vrai qu'il y avait eu un webinaire peut-être là-dessus sur la partie conventionnelle. Est-ce que tu as pu le comparer? Ouais, est-ce qu'on est sur les mêmes tendances c'est sûr que oui, on a des éléments de comparaison, mais moi, je ne sais pas y répondre. Peut-être que Benoît a des éléments. Ouais, Benoît, si tu veux compléter. Ouais, du coup, on a quelques éléments sur en fait, la dynamique d'achat des ménages pendant la période de confinement. Elle a été généralisée. Et c'est vrai que la bio, qui avait l'habitude de croissance à 2 chiffres, pour le coup, elle a connu des croissances sur certains produits d'autant plus marqués que comme elle est plus petite, quand il y a un gain de croissance très fort,
c'est plus affirmé, quoi. Mais globalement, en conventionnel, il y a également eu une inversion. Par exemple, si on prend les achats de la liquide en conventionnel, ils étaient structurellement en baisse et là, ils ont regrimpé de façon assez forte pendant la période de confinement. Donc, on va dire que la croissance a été quasiment elle apparaissait plus spectaculaire sur les produits conventionnels en produits laitiers qui avaient plutôt tendance à être orientés à la baisse, quoi. Et après, sur les gammes ultra frais, par exemple, là, j'ai évoqué tout à l'heure le fait que cet été, les derniers indicateurs semblent montrer un essoufflement de la consommation sur les produits bio. C'est évidemment un indicateur qui est très surveillé par l'ensemble de la filière, parce que ça pourrait quasiment aller dans le sens de l'hypothèse la plus mauvaise, on va dire, qui est celle d'un pouvoir d'achat qui se resserre et donc un moindre intérêt pour les produits laitiers biologiques. Donc, enfin, voilà, je ne sais pas si ça répond bien à la question, mais voilà, c'est une croissance qui a été plus spectaculaire en pourcentage parce qu'on est plus petit et parce que quand il y a eu les pénuries aussi, il y a des gens qui n'achetaient pas forcément bio, qui se sont retrouvés une fois qu'il n'y a plus d'un produit bio, d'un produit conventionnel à un endroit parce que tout le monde s'est rué dessus, le rayon bio, des fois, on sait qu'on retrouve les mêmes types de produits mais dans un autre rayon, et la bio en a profité aussi, quoi. Merci Benoît. Peut-être dernière question et puis après ça sera Aurélie qui proposera sûrement la conclusion. Je trouve intéressant là dans ce qui est présenté, Augustine, quand tu dis finalement le fait qu'il y ait eu régulation, chute des volumes, ça n'a pas entraîné de perception négative des éleveurs et ni pas de réel impact de la pandémie sur les priorités des éleveurs, c'est-à-dire que les aides et les impacts climatiques restent une préoccupation plus forte que ce réel impact économique. Est-ce que c'est bien ça que j'ai compris? Oui, c'est ça. Ouais. D'accord. Après, c'est avec notre échantillon et voilà. Mais oui, qui dans un délai record, pour avoir un peu suivi ça, est quand même élevé. Donc ça montre aussi un intérêt pour ces questions d'interagir dessus. Est-ce que tu as eu un échantillon, est-ce que tu peux repréciser d'une centaine de personnes dans un délai? 86. Ouais, 86 euros. Très bien, merci Augustine.